Bonjour Lola, Bonjour, bienvenue. merci. Alors Lola Le Bourgeois, tu es maman, Ouais, serial entrepreneur, femme, c'est un statut à part entière, ça on est d'accord. carrément. Quand on a discuté toi et moi de l'entrepreneuriat et de la dernière société que tu as créée qui s'appelle Mâche-moi, Ouais. tu m'as dit que l'entrepreneuriat pour toi c'était quelque chose d'infini, que ça te permettait d'apprendre perpétuellement et que c'était un des seuls endroits où tu te sentais accompli parce que tu avais plusieurs aspects avec lesquels tu devais dealer en permanence et que ça te stimulait intellectuellement et ça t'aidait à te réaliser. Ouais, C'est ça? c'est ça. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ce qu'il y a de bien, c'est que tu t'ennuies jamais. Tu as toujours un nouveau truc à faire. Alors mes copines, je les fatigue un petit peu, j'ai toujours des nouvelles idées, j'ai toujours plein de... Mais je vais leur sortir tout et n'importe quoi. Je peux venir, je vais dire, oh, je vais créer une société de plomberie. Mais attends, la plomberie, ça va être en moins de... Bon, des trucs où j'ai rien à voir, où j'y connais rien. Et donc, ce qu'il y a de bien dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est jamais fini en fait. C'est pas, j'aurais un petit peu l'impression si j'étais dans le salariat d'être, tu sais, de toujours faire la même tâche. Et puis une fois que tu as évolué, mais et après. Donc, ce qu'il y a de bien dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un peu Mary Poppins, ce sac de Mary Poppins, et je pioche et à chaque fois il y a un nouveau truc. Et puis tu as des galères, donc ça c'est parce qu'il faut être un peu zinzin, tu vois. Puis comme je suis zinzin, bah, j'aime bien, donc j'aime me foutre en galère, donc j'y vais. Puis l'entrepreneuriat, c'est parfait pour ça. Tu me disais, l'entrepreneuriat pour toi, quand on en a parlé, tu me disais c'est la folie entrepreneuriale. C'est comme ça que tu l'as défini. Tu me disais il faut être un peu fêlé pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que, comme tu le dis, il va toujours y avoir des choses qui ne vont pas aller dans dans le plan que tu avais prévu. Et il va falloir dealer avec ça, il va falloir trouver des solutions. Et ça, c'est une partie intégrante de ta personnalité et des challenges que tu aimes te lancer. Ouais, et il faut être complètement malade. Il faut être zinzin, te dire que tu sais pas si tu as gagné de l'argent, tu travailles des heures pas possibles. Enfin, l'entrepreneuriat, il faut être quand même un peu fou. Il y a des paramètres que tu peux maîtriser, il y en a pas du tout. Moi, j'imaginais que j'allais faire je sais pas combien d'euros. Exemple avec Mâche-moi. Quand j'ai lancé Mâche-moi, donc j'ai eu l'idée, ben, j'avais pas d'argent. Donc j'avais pas de sous. Et puis après, on avait des galères de graphisme. Et puis après, les couleurs sur le packaging, ça n'allait pas. Et fallait. On a appris des trucs. J'en savais rien, moi, l'impression, j'y connaissais rien. Le flosset, le Pantone, j'y connaissais absolument rien. Donc en fait, tu t'imagines plein de trucs, tu te mets des deadlines que, évidemment, tu ne respectes pas. Et donc, au final, ça a pris 2 ans. Recherche et développement, ça, c'est pas bon. Ça. Donc en fait, tu as plein de galères. Donc il faut être complètement zinzin parce qu'à chaque fois, tu dois rebondir. Mais il y a un petit. Tu sais, il y a de l'adrénaline en fait. Et je crois que c'est ça qui fait que l'entrepreneuriat, ça me plaît bien. Mâche-moi, c'est quoi? Tu peux nous expliquer? Mâche-moi, c'est la première marque 100% française de compléments alimentaires sous format chewing-gum. Donc en fait, quand actuellement tu consommes du complément alimentaire, ton organisme ne peut pas tout ingérer. En fait, nos estomacs ne vont pas hyper bien avec tout ce qu'on consomme. Donc en fait, tu perds des principes actifs. Et par le chewing-gum, eh bien en fait, ça va aller directement dans ton sang parce que tu as des muqueuses, etc. dans ta bouche. Et donc, tu absorbes 100% des bénéfices et en un rien de temps. Et puis, c'est un format beaucoup plus pratique. Tu n'es pas avec de l'eau, des gélules, hop, tu prends ton petit chewing-gum, moins de 5 minutes et c'est réglé. D'où est venue cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises « Ok, je vais créer Mâche-moi et je vais avoir comme objectif que les gens prennent soin d'eux » ? Eh bien, donc, je suis associée sur Mâche-moi avec Hajar Sadawi. Et en fait, elle a été là depuis le début. Hein, je pense que ça fait combien d'années qu'on se connaît? Ça fait beaucoup d'années. Après, on va se sentir trop vieille. Bon, elle est plus vieille que moi, je tiens à le dire quand même. Non, mais quand même, il faut remettre l'église au milieu du village. Donc, elle est là depuis longtemps et elle me voyait, j'ai des soucis de santé et c'était tout le temps les autres qui prenaient soin de moi. Et puis, on avait chacune, mais avec une entité séparée, une boîte dans l'acné, dans les traitements de peau. Et je voyais des filles désemparées par l'acné, où c'est très difficile à vivre quand tu as un acné. T'es pas adolescent. Déjà, quand tu es adolescent, c'est super compliqué, mais quand tu as de l'acné lorsque tu es adulte, c'est vraiment difficile. Et donc, je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Soit il fallait aller chez le dermato et faire des traitements qui étaient quand même compliqués, Roaccutane qui a engendré beaucoup de choses. Enfin, tu n'avais pas beaucoup de solutions. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un chewing-gum pour l'acné? Alors, c'est pas ce que j'ai sorti en premier chez Mâche-moi, mais l'idée est venue de là. Et puis au départ, je deal un petit peu avec ça, je réfléchis. Mais moi, je ne suis pas du tout scientifique, pas du tout. Donc là, Hajar rentre en scène parce qu'elle est ingénieure en biotechnologie agroalimentaire.
Et on en discute, et puis je me dis, mais en fait, pourquoi on ne prendrait pas soin des autres avec un chewing-gum? Au lieu que ce soit, on prenne tout le temps soin de moi, je voulais prendre un petit peu soin des autres. Donc, voilà. Chez Mâche-moi, il y a cette histoire autour de Mâche-moi et il y a aussi toute la communication que vous avez créée autour de ça. Ouais. Tu peux m'en parler de cette communication? Oui, mais on veut casser les codes. En fait, donc déjà, le complément alimentaire, c'est quelque chose qui est assez normé. Ça a été un petit peu bousculé avec les gummies, où c'est devenu un petit peu plus fun, des couleurs un petit peu... Enfin, sinon, le complément alimentaire, il n'y a rien de sexy là-dedans. Et on s'est dit, ouais, bon, déjà, c'est pénible de prendre du complément alimentaire, il faut prendre une cure. On s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas un truc hyper drôle? Et en fait, dès que j'ai eu l'idée de Mâche-moi au tout départ, je savais que je voulais que ça s'appelle Mâche-moi. Et je disais ça en rigolant, je disais, je vais appeler ça Mâche-moi. Je ne pensais pas que j'allais vraiment l'appeler comme ça. Et je trouvais ça très drôle de casser tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Alors bon, tu vois bien, j'ai des longs cheveux colorés. Et je trouvais que d'avoir une fille avec des longs cheveux colorés, et c'est pas provocateur. Tu vois, on l'interprète comme on veut, mais je trouvais que Mâche-moi, ça rentrait dans la tête, c'était drôle. Et on a voulu une com qui bouscule un petit peu, qui soit un peu plus fun. En fait, on a un petit peu le bon pote qui te conseille et que voilà, tu parles de tous tes tracas du quotidien, mais sans complexe. La communication, tu t'y es formée en cours de route dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Ajar, ne regarde pas cette partie. Coupe Ajar tout de suite. J'ai laissé ça à Ajar. Non, en fait, bon, il a fallu quand même un petit peu s'y mettre, mais c'est pas mon truc. La com, c'est pas mon truc. Je lui dis, moi, tu me dis ce que je dois faire et je te le fais. Et encore, des fois, elle est un peu désemparée de ce que je lui fais. Donc, Ajar est très douée dans tout. Alors, je me repose pas sur elle, on a plein, on est complémentaires. Mais elle a cette fibre artistique. Alors, moi, je l'ai différemment, mais elle te pond des trucs. Je me dis, mais elle n'a jamais fait ça. Elle était dans un labo à faire avec des pipettes et des fioles. Et elle nous pond mais incroyable. Donc, la com, bien sûr, je m'y suis mise. J'ai compris quelques trucs. Mais bon, c'est un langage encore un petit peu compliqué pour moi. Okay. Donc, on s'est aussi fait aider, tu vois. Et on s'est formé, on a essayé d'apprendre. Et celle qui était quand même plus douée que moi, c'était Ajar. Ok. Ajar, bon, on a compris que vous étiez un duo quand même qui se complétait pas mal. Ouais. C'est déjà ce que tu me disais quand on a préparé cette interview. Savoir qu'on n'est pas compétent dans un domaine, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. La question, ça va être comment tu vas solutionner ça. Est-ce que tu vas rester au point mort et te dire que, ou est-ce que tu vas trouver des solutions, te compléter avec ton associé comme c'est le cas pour toi et Ajar, ou toi, tu es plutôt aussi t'es une très bonne communicante aussi, il faut le dire, mais ça, on va y revenir. Ou vous vous complétez dans vos compétences. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, ça avance et que ça bouge. En fait, tu sais faire et tu maîtrises des compétences que Ajar n'a peut-être pas ou qu'elle maîtrise moins, et inversement. Exactement. En fait, alors j'ai déjà eu j'avais déjà d'autres choses avant. Enfin, j'ai fait déjà d'autres projets, si je puis dire. Et j'étais toute seule. Bon, j'ai été aussi associée avec Ajar sur d'autres trucs, mais en tout cas, sur les projets où j'étais toute seule, j'avais pas le choix, donc je le faisais. Des fois, ça me demandait plus de temps. Mais en fait, quand tu ne sais pas faire, soit tu apprends, soit tu délègues. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir quand même les bases. Parce que, je ne sais pas, la compta, c'est des mots barbares. Mais si tu ne comprends pas au moins les termes, le gros du travail, ça va être très compliqué pour toi de t'exprimer avec quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Donc, au moins de savoir les bases. Et puis après, soit tu as quelqu'un pour te compléter avec qui ça matche hyper bien et vous arrivez à dealer comme ça. Ou alors, tu te fais aider, tu vois. Mais il y a toujours des solutions. C'est juste, il faut quand même mettre la main dans le cambouis. Lola, tu m'as dit plusieurs choses. Tu m'as dit, l'entrepreneuriat, c'est aussi comme un enfant qui apprend à marcher. C'est-à-dire qu'il va essayer des choses, il va tomber, il va retomber plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il réussisse à enchaîner un ou deux pas, et puis après, c'est parti, quoi. Ben, c'est ça. Alors, des fois, tu mets un peu plus longtemps qu'un enfant. Ça prend des fois plusieurs années. Mais en fait, c'est un petit peu ça. Tu apprends la marche, puis t'as pas... À l'époque, on dit, j'ai l'impression d'avoir 58 ans, mais à l'époque, en tout cas, les incubateurs, etc., c'était pas quelque chose qui était hyper... c'est maintenant, c'est là, depuis quelques temps que c'est en plein essor, où tu peux te faire accompagner, notamment avec les déterminés, tu vois, ou d'autres, hein, mais donc tu peux te faire aider, donc c'est un peu le parent qui va t'aider un petit peu à faire tes premiers pas. Tu peux tomber, parce que même quand tu as ton parent qui t'aide un petit peu, ça n'empêche que tu peux tomber. Mais c'est ça qui va t'apprendre comment marcher beaucoup plus loin après, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus endurant, et dire ok, j'ai fait cette erreur-là, bon, ça m'a appris ça. C'est pas très grave de tomber, tu en ressors grandi en fait, c'est pas dramatique en soi. Mais l'entrepreneuriat, oui, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. C'est tous les jours, tu essaies un nouveau truc.
des fois ça plante complet, mais puis tu retentes quelque chose d'autre et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que tu aies cette chose-là qui hop, te lance et puis ça y est, tu sais marcher. Mais même là, tu feras des chutes. Tu vas te tordre la cheville et tout ça. Tu mentionnes les déterminés quand on pense entrepreneuriat. C'est vrai qu'on pense aussi déterminés. Donc toi, tu es passé par les déterminés. Oui. Et il me semble que tu as participé au Fighter Days. Oui. Et je t'ai vu pitcher. Et j'ai trouvé la vidéo incroyable. Ton pitch, il était très inspirant. Qui prend vraiment soin de nous. Moi j'ai une maladie rare et petite on m'a dit que je ne marcherais pas. On m'a dit que je n'aurais pas d'enfant. Et aujourd'hui je suis là pour vous et je suis même maman d'un petit garçon de 5 ans. Mais au-delà de ça, on a pris soin de moi. Et encore maintenant, on prend soin de moi. Et je suis une personne qui aime bien créer des projets, qui a toujours des idées. Et quand je réfléchis, j'ai toujours mon petit chewing-gum. J'ai toujours un chewing-gum dans la bouche pour réfléchir. Et je pense que tous ici, vous êtes quand même nombreux, vous avez un moment où vous consommez un chewing-gum. Ouais, Lola. Que ce soit, ben voilà, vous voyez, que ce soit quand vous êtes avec des amis, après votre café ou après un dîner. Ben moi, un jour, j'étais là, chez moi, et je m'achète un chewing-gum. Et je me suis dit, mais Lola, pourquoi tu ferais pas un chewing-gum qui prendrait soin des gens? Et c'est comme ça qu'est né Mâche-moi. Et Mâche-moi, c'est la première marque française de compléments alimentaires sous format chewing-gum. Vous allez me dire, mais pourquoi chewing-gum? Elle est marrante, elle. Vous avez raison. En fait, peut-être ici, vous avez tous consommé du complément alimentaire, que ce soit en gélule, pas hyper pratique, je l'avoue, des 3 gélules par jour, difficile. La poudre, faut la bouteille d'eau, c'est hyper simple. Les petits bonbons mignons, regarde la tête du paquet. Bah, Mâche-moi, c'est la solution. Mâche-moi, c'est un format pocket, il suffit d'une gomme par jour. Mais au-delà de ça, on va aller un petit peu plus loin. C'est l'efficacité. Quand vous consommez du complément alimentaire maintenant, vous n'absorbez pas tous les nutriments. Pourquoi? Vos intestins ne vont pas bien. Donc, vous absorbez 80% des nutriments. Mâche-moi, c'est 100% d'efficacité. Pourquoi? Dans la bouche, il y a des muqueuses, des vaisseaux sanguins, et ça va directement dans votre sang. Mâche-moi, c'est une gomme, 5 minutes, efficace, discret, à glisser partout et à consommer n'importe quand et n'importe où. Mais au-delà de ça, au-delà qu'on fasse du chewing-gum, Mâche-moi, c'est une marque engagée. Vous prenez soin de vous, mais vous faites un don pour les autres. Mâche-moi, c'est une marque inclusive. On embarque tout le monde avec nous. Et Mâche-moi, bah, ça ne pollue pas. Parce que tu donnes, on sait que ça pollue. Mâche-moi, c'est biodégradable. C'est aussi recyclé, puisque même que toi, là, ta paire de baskets, ce soit ta dernière cure de CBD consommée le mois dernier. C'était tout pour moi, Lola Le Bourgeois. Bienvenue à bord de Mâche-moi. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on a un bon pitch? Qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se vendre, entre guillemets, vendre son produit? Quels sont les éléments clés d'un bon pitch? Parce qu'au passage, tu l'as remporté, ce Fighter Day. Oui, dans ma catégorie, je l'avais remporté. Mais en fait, je ne vais pas te donner des recettes miracles parce que je ne pense pas qu'il y en ait. Cependant, je pense qu'il faut le vivre. Si tu crois en ce que tu dis et que tu le vis intrinsèquement, que vraiment tu y crois, il n'y a pas de raison qu'on ne t'écoute pas. Des fois, tu entends des discours, tu dis, mais en fait, sur le moment, tu dis, waouh, c'est incroyable ce qu'il m'a dit. Puis en fait, tu te poses, tu dis, mais en fait, c'était pas dingue. Mais en fait, tellement il était habité par ce qu'il disait ou par ce que la personne disait, et ben en fait, c'est tout de suite plus impactant. Donc en fait, quand tu le vis, quand tu mets de l'émotion, quand tu mets ta personne, tout de suite, c'est impactant. Donc pour faire un bon pitch, je pense que il faut. Alors, ça se prépare, il ne faut pas que ce soit trop long, effectivement, pour que les personnes puissent t'écouter en un temps record. Mais il faut le vivre, surtout, et croire en ce que tu dis. Okay. Ça m'amène à un autre point, un point qui te représente beaucoup, c'est ta capacité à cultiver ta différence depuis toujours. Oui. Alors, on a échangé, j'ai appris à te connaître et j'ai été complètement admirative à chaque fois que tu m'expliquais quelque chose, de cette capacité que tu as eue à chaque fois. J'ai l'impression que c'est inné chez toi, tu me diras si c'est le cas ou pas, mais d'être sûr de ton identité, d'être sûr de qui tu es et de le cultiver au quotidien et ne pas aller chercher l'approbation extérieure. Tu as très tôt, dans plusieurs étapes de ta vie sur lesquelles, si tu veux bien, tu vas revenir, mais je pense à l'acting, je pense au théâtre, des petites anecdotes comme ça sur lesquelles on va revenir, mais en tout cas, tu as cette capacité à cultiver ton potentiel et à ne pas aller chercher de validation extérieure. Est-ce que pour toi, c'est un point important pour quiconque veut entreprendre dans le business ou dans sa vie? Alors,
il y a 2 poids 2 mesures, parce que je pense que c'est super important de croire en soi. Alors, des fois, je ne crois pas en moi, mais en tout cas, que la différence, ce soit pas un frein. Voilà. En fait, si tu essayes de rentrer dans un moule, si ça te convient, tant mieux, mais bon, je pense que généralement, ce n'est pas quelque chose qui nous convient. Il faut être qui tu es. On t'accepte, tant mieux. On ne t'accepte pas, tant pis, c'est pas grave. Depuis petite, je suis différente parce que je suis née avec une pathologie qui s'appelle Ehlers dans l'os, donc c'est une maladie rare. Je suis née avec les 2 hanches déboîtées. Moi, j'aime bien faire les choses un petit peu. Voilà. Donc, je suis née différente et j'ai toujours été différente. J'étais absente, des fois, je ne pouvais pas marcher. J'ai toujours été différente des autres. Mais qu'est-ce que c'est la différence ? C'est à notre propre appréciation qui juge si telle ou telle personne est différente. Mais en tout cas, si on essaye de normer les choses, je suis différente. Ça ne m'a jamais dérangée, ça a fait qui j'étais, ça a forgé ma personnalité. Petite anecdote, j'avais des bagues. Les bagues, c'est super moche. Tu vois, alors, j'ai commencé par avoir un appareil dentaire. Ben, j'y ai fait, c'était avec un faux palais. J'ai mis le palais, je l'ai coloré en vert et j'avais mis un skater. Et quand je venais de mettre mon appareil, j'étais incapable de dire skater. Ils disaient, oui, c'est un kicker sur mon appareil. Donc déjà là, je voulais être différente. Puis après, j'ai eu des bagues, mais j'étais très jeune. Et j'en avais rien à faire des autres. Je me disais, mais les bagues, c'est vachement moche. Et en fait, dessus, tu peux mettre des petits élastiques. Eh bien, j'y mettais des élastiques de toutes les couleurs. Et des gens qui me voyaient quand j'étais jeune me disaient, mais tu te rappelles les bagues que tu avais ? J'avais en fonction de la période. Donc, quand c'était l'hiver, c'était rouge, blanc, vert. Non, mais. Ensuite, je mettais du violet. Mais j'en avais rien à faire. Et je me disais, en fait, c'est pas mal, quoi. Donc, la différence, ça se cultive. Et encore aujourd'hui, on pourrait dire que. On va parler d'un fait. Je m'appelle quand même Lola Le Bourgeois. Je suis quand même voilée. Donc même ça, on n'y attend pas. Je suis différente, mais je ne suis pas différente dans la provocation. C'est juste, je suis moi, je suis Lola, et il n'y a pas d'autres Lola comme toi, tu es Laïla. Il n'y en a pas d'autres comme toi. Donc je ne me formaterai pas ou je ne me mettrai pas dans un... je ne répondrai pas au diktat, en tout cas qu'on m'impose. Et j'ai envie d'être qui je suis. Et ça, c'est pour n'importe quelle femme ou n'importe quel homme, ou peu importe, n'importe quelle personne. Tu n'as pas à répondre à des normes. Tu as envie de mettre un voile, tu mets un voile. Tu as envie de mettre une mini-jupe, tu mets une mini-jupe. Tu as envie... Enfin, on est libre d'être qui on veut être. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et dans l'entrepreneuriat, ce qui va faire la différence, par exemple, quand, je ne sais pas, tu veux qu'on croie en ton projet, tu as besoin d'investissement, en vrai, ton projet, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est l'équipe. Est-ce que tu vas porter le truc ? Est-ce que ça te porte ? Est-ce que malgré les coups de mou, tu vas être là ? Mais en fait, sur quoi on va miser ? C'est sur l'entrepreneur et pas sur l'idée. Donc en fait, ta différence, elle va... Bon, je vais répéter 2 fois la même chose, mais ta différence va faire la différence, justement, tu vois. Donc, faut pas avoir honte de qui nous sommes. Je te rejoins complètement, Lola, et je pense qu'en fait, on fait gagner du temps à tout le monde dans ces cas de figure-là. Qu'il s'agisse de ton profil ou d'un autre profil, il faut savoir qui on est, déjà pour ne pas se laisser définir par les autres, et puis ensuite, si la personne en face de toi n'adhère pas à tes valeurs, et ça s'arrête là, et c'est voilà. OK pour tout le monde, exactement. Et on passe à autre chose, exactement. Et tout le monde a gagné du temps, plutôt que d'essayer de répondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes, ou à des valeurs qui ne sont pas les tiennes, et finalement, au bout d'un moment, de craquer, parce que du coup, ce ne sera pas tenable sur le long terme, et finalement, les deux parties sont perdantes dans l'histoire. Complètement. Cultiver son potentiel, ça commence aussi par savoir qui on est. Est-ce que toi, très tôt, tu as su qui tu étais, ou est-ce que c'est un processus qui s'est fait au fil du temps ? Non. Tu sais pas qui tu es. Enfin, en tout cas, pour moi, je parle pas, c'est pas une vérité ultime, c'est ma vérité. Moi, j'ai pas su qui j'étais pendant longtemps. Enfin, je savais que j'étais Lola Le Bourgeois, que j'étais... Enfin, mais c'est difficile de savoir qui tu es, de se connaître. C'est un long travail. Pour apprendre à se connaître, c'est hyper long. Et je pense que tu vas savoir qui tu es en t'écoutant. Plus tu vas apprendre à t'écouter, plus tu vas respecter tes envies et plus tu vas apprendre à te connaître. Mais ça avec le temps, parce qu'il y a tout un schéma aussi familial qui entre en jeu, où tu as encore des... Enfin, il y a tout un terrain qui est là et qui, des fois, ne te permet pas de pouvoir te connaître ou de pouvoir révéler ta vraie personne. Et puis aussi le regard des gens. Quand tu prends des critiques parce que tu es comme ci, comme ça, tu dis oui, alors peut-être il faudrait que je me mette de cette façon-là pour qu'on m'accepte. Non, sois qui tu es et apprends à savoir qui tu es pour pouvoir le faire apprécier aux autres. Mais en fait, on s'en fiche un peu des autres qui t'aiment ou qui t'aiment pas. Je dis souvent à mon fils, il y a des gens qui vont te trouver très beau, très gentil, il y en a qui vont te détester, te trouver très moche.
Mais ce qui compte, c'est l'image que tu as de toi et les gens qui t'aiment autour. Mais ce qui compte, c'est comment toi, tu t'apprécies. Est-ce que toi, tu te trouves beau quand tu te vois? Est-ce que tu trouves que tu es une belle personne? Les autres, en vrai, on s'en fiche. Complètement d'accord. Quand tu parles de ces différences qui t'ont construite, tu as parlé de ta maladie. Il me semble aussi qu'on t'avait annoncé que tu n'aurais jamais d'enfant. Ouais. C'est aussi une case que tu as fait voltiger. Je ne devais pas marcher, je ne devais pas avoir d'enfant. Et je m'en rappelle encore. Hein, j'étais... En fait, je vais voir donc, cette maladie, enfin ce syndrome, j'en ai jamais fait une fatalité. Je m'en contrefiche. Mais vraiment, alors qu'au quotidien, c'est difficile. Tu vois, j'ai des douleurs, je te parle, j'ai mal, mais bon, tu t'y habitues. C'est quelque chose que j'ai un peu balayé. Tu vois, ça ne m'intéresse pas de le savoir. J'ai continué à faire plein de trucs, même si des fois c'était dangereux, je le faisais. Donc un jour, je vais chez une généticienne et je m'en rappelle, vraiment, ça m'a marqué. Je vais chez une généticienne, est-ce que j'ai pas 9-10 ans, quelque chose comme ça, peut-être 12, je ne sais plus exactement, je ne saurais pas te donner une date, enfin un âge précis. Et puis je me rappelle, elle me parle de ma maladie, de mon syndrome, on ne sait pas d'où ça vient, bon. Puis elle me dit, mais par contre, tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'auras jamais d'enfant. Et puis, tu pourras. Enfin, de base, quand je suis née aussi, on a dit à ma mère que je ne pourrais pas marcher. Bon, j'ai marché tard. C'est vrai que j'ai été appareillée. Tu vois, j'étais ce qu'on appelle sous traction. Donc, j'avais les 2 jambes appareillées. J'étais accrochée à des trucs un peu barbares. Au final, bon, je marche, tu vois. Et donc, on me dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Au final, j'ai un enfant. Oui, ça n'a pas été si compliqué que ça, mais c'était surveillé. Puis, j'ai un fils maintenant qui a 7 ans. Et ça va. Bon, alors je vais pas les enchaîner, je ne vais pas faire la poule pondeuse, tu vois, parce que bon, quand même, une petite pause, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Donc, entre ce qu'on dit et ce qui doit arriver, alors oui, des fois les médecins ont une connaissance que l'on n'a pas. Moi, je pense que dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Et quand c'est pas possible, c'est qu'il y a une raison. Mais tout est possible. Et en fait, si tu te limites à ce qu'on te dit, alors je n'ai pas fait la folle comme ça, j'ai pris l'avis des médecins avant d'avoir un enfant, évidemment. Mais en fait, c'était possible. Et on m'a mis dans la tête que j'aurais jamais d'enfant. J'étais persuadée que j'en aurais jamais. C'est hyper inspirant ce que tu dis. Déjà, bravo pour tout ce parcours et tout ce que tu as accompli, parce que c'est incroyable. Et je pense que, comme tu le dis, c'est devenu normal pour toi. Donc, il y a plein de choses que tu as oubliées, mais qui, je suis sûre, sont extraordinaires pour avoir forgé le personnage que tu es aujourd'hui. Ça me semble évident. Et ce que je retiens de ton discours, là, c'est qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, sur lesquelles il faut lâcher prise. Ouais. Par contre, il y a des visions sur lesquelles on va t'inviter à regarder ta propre vie, qui ne sont pas forcément définitives. Et c'est ton choix à toi de les accepter ou de les challenger et d'essayer de faire différemment selon, comme tu le dis très bien, tes capacités, ce que les médecins vont te dire, etc. Mais tu as réussi à remodeler les choses différemment. Je pense que si tu t'étais peut-être dit « ce n'est pas pour moi », tu n'aurais peut-être même jamais essayé et jamais envisagé cette possibilité. Tu t'es mise à marcher, tu as eu un enfant, tu es une serial entrepreneur, enfin, il n'y a rien qui t'arrête. L'histoire des bagues aussi, ça démontre en fait un trait de ta personnalité qui est quand même extraordinaire et qui invite tout le monde, à mon sens, à cultiver qui il est ou qui elle est, parce que c'est aussi adressé aux hommes, pour pouvoir utiliser son plein potentiel. Et là, c'est un sujet qu'on a évoqué aussi toutes les deux et qui te caractérise à mon sens. Tu m'as dit, moi je suis une éternelle insatisfaite. Et alors attention, c'est quelque chose qui a nuancé et tu le diras mieux que moi, mais je suis une éternelle insatisfaite, pas parce que je ne me contente pas de ce que j'ai, je suis très contente de ce que j'ai, je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai, mais par contre, j'aime me challenger en permanence pour repousser les limites. Exactement. Et faire en sorte que ce que j'ai pu acquérir aujourd'hui soit le point de départ d'autre chose. Exactement. Et ça, c'est dans ma vie en général. Je suis contente de ce que j'ai, je suis hyper reconnaissante d'avoir tout ce que j'ai à l'heure actuelle, mais c'est vraiment dans le travail. Par exemple, dans le travail, j'ai envie de toujours pousser plus loin. Et tu me demandais, mais est-ce qu'un jour tu seras satisfaite? Est-ce que tu seras fière de ce que tu as accompli? Mais j'ai rien accompli, j'ai rien fait de fou, j'ai absolument rien fait encore. Donc je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, mais c'est pas dans les biens, c'est pas du matériel, c'est dans ma personne. Je pense qu'on peut toujours être meilleur que ce qu'on était la veille. Et là, tu peux encore pousser le truc, et meilleur, encore une fois, c'est selon ta propre appréciation. C'est pas pour les autres. C'est de te dire, ok, j'ai fait ça, mais demain, je peux faire un peu plus encore. Je peux faire plus, je peux me donner encore plus. Donc non, je ne serai jamais satisfaite. Même, voilà, tu vois, Mâchement, au départ, c'était une idée. On a réussi à avoir de l'argent. Mais pour l'instant, on n'a rien fait, tu vois. Ils sont là. Vous pouvez mâcher des chewing-gums pour de l'énergie, mais bon, on n'a rien fait de particulier. Tu me disais aussi, j'ai une vision. Ouais. J'ai toujours eu une vision. Oui.
Même si je ne savais pas par quelle voie j'allais y arriver, je savais que j'allais y arriver et donc que je trouverais des solutions pour y arriver. En fait, je n'ai pas un objectif précis dans ma vie. Je ne me dis pas, hormis dans ma vie personnelle, mais là je parle vraiment dans ma vie, en tout cas dans le travail, je n'ai pas un point précis. Je ne me dis pas, quand j'aurai, je ne sais pas, 1000 magasins avec... ça ne me parle pas. Non, par contre, j'ai une vision de ce que j'aimerais et autour, je sais qu'il va y avoir plein de choses qui vont venir s'y greffer. Et chaque chose, je serais hyper contente de les avoir, auxquelles j'aurais peut-être pas pensé. Et ça serait une belle surprise. Mais la vision, elle est là. On a une vision, mais je ne sais pas où je vais atterrir. En tout cas, j'y vais. Comment? Des fois, je ne sais pas trop. Mais c'est plus un aspect, quand on me dit quel est ton objectif, c'est pas, voilà, j'ai pas d'objectif. Mais c'est vraiment une vision, quelque chose que, voilà, m'éclater, m'amuser dans ce que je fais. C'est surtout ça. Il y a eu aussi une période de ta vie, il me semble que tu étais au lycée. Alors, l'école, tu m'as dit aussi que ce n'était pas un sujet, voilà, c'était pas l'endroit où tu aimais passer le plus de temps, bien que tu aies été brillante à l'école. Tu avais un emploi du temps aménagé parce que tu faisais du théâtre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors j'ai commencé le théâtre très jeune, j'avais peut-être 7 ans. Et après, je suis rentrée au conservatoire. Et au conservatoire, j'étais... j'en parle jamais de ça. C'est vraiment que j'en parle. Et donc, j'étais avec des adultes et je passais les cycles. En fait, il y a des cycles au conservatoire, donc c'est des examens que tu passes et tu vois si tu peux passer dans tel ou tel cycle. Et donc, comme j'avais beaucoup d'heures de théâtre, j'étais en lycée avec une option théâtre, donc j'avais du théâtre beaucoup d'heures et à côté, j'avais aussi le conservatoire. Donc oui, j'ai commencé le théâtre très très jeune, ça m'a toujours passionnée. Et l'entrepreneuriat, alors tu vois, aujourd'hui, je fais plus de théâtre, j'ai arrêté il y a bien longtemps, mais c'est encore du théâtre. Tu vois, c'est encore, quand tu vas en rendez-vous commercial, c'est du théâtre, tu vois, tout ça, et ça me rappelle énormément ce que je faisais avant. Je pense que c'est aussi ça qui me plaît. Que tu as cette fibre commerciale, tu as cette fibre relationnelle, et tu me disais que finalement, c'était comme incarner des personnages, comme ce que tu avais pu vivre dans le conservatoire, et que c'était quelque chose qui te permettait de t'éclater. Et même si aujourd'hui, tu n'étais plus dans le conservatoire et que tu ne te produisais pas, tu avais cette facette-là de ta personnalité qui pouvait se réaliser à travers... ça me rappelle une anecdote, tu vois, quand je te donne un exemple, quand j'étais petite, donc ce que j'aimais, alors j'ai pas commencé l'entrepreneuriat comme ça, mais mon père était dans l'entrepreneuriat et j'aimais, alors là il faisait pas de brocante, mais j'adorais les brocantes. Mais alors, dès que je pouvais vendre des trucs, refourguer des trucs, j'adorais. Parce qu'en fait, il fallait négocier, tu sais, il faut pas charmer le client, parce que je vais me faire attraper par le voile, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est-à-dire il y a quand même ce truc où il faut donner envie d'acheter le produit. Et alors je me rappelle, mais je te l'ai raconté cette anecdote, là que je suis un peu plus grande, je crois, j'ai peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et ma tante vendait des affaires, et notamment une veste en cuir, affreuse. Et il y a une dame, donc quand c'est une petite fille qui vend les trucs, tu as plus envie d'y aller, tu te dis « Oh, elle est mignonne, elle est là, on va lui donner un peu d'argent. » Oui, donnez-moi de l'argent, donnez-le-moi. Parce qu'après, je récupérais l'argent, donc ça me plaisait beaucoup. Et elle essaye cette veste et je lui dis « Oh, ça va vous va, oh là là, ça vous va à ravir. » Et au final, elle achète cette veste et je me rappelle, il y avait ma sœur et mon cousin qui étaient morts de rire. À chaque fois qu'il fallait vendre un truc, ils m'appelaient et ma tante était toujours surprise des recettes que je lui faisais parce que j'arrivais à vendre des trucs. Donc ça, je pense que je le tiens de mon père, parce qu'il est un excellent commercial. Alors je dis pas que je suis excellente, hein. C'est pas ce que je dis en toute humilité, mais je pense que j'ai ce truc où j'aime faire ça en fait. J'aime dealer j'aime beaucoup. Et c'est inné chez toi, tu n'as pas fait d'école de commerce, tu viens pas de... Non, mais j'ai quand même un exemple, j'ai mon père. Donc, tu sais, j'ai vraiment 2 parents avec 2 profils différents. Je ne sais même pas comment ils ont fait à un moment donné pour se marier. Je ne comprends pas, c'est lunaire. Non, mais c'est lunaire, c'est vraiment improbable. J'ai une mère qui est, comme je le dis, et c'est pas mal, mais tu vois, les fonctionnaires très carrés, qui a un peu peur de tout et tout ça. Puis j'ai un père complètement barré, qui a peur de rien, qui sait, je l'ai déjà dit, hein, mais il sait pas, mon père, il n'est pas allé à l'école, hein, il est autodidacte, il a eu des casses, enfin, il a eu plein de trucs. Et fou un peu dans sa tête, tu vois, fou. Ah, ma mère est très, très organisée, mon père pas du tout et tout. Et donc j'ai tenu ça de mon père, parce que petite, avec ma soeur, on le voyait. Donc je travaillais quand il avait des pizzerias, il a eu aussi des pizzerias, je travaillais dans ses restaurants. Et puis après, quand il avait des chambres froides, j'ai travaillé aussi dedans. Et c'est comme ça un peu que j'ai mis le pied à l'étrier. Tu me disais que tu avais ce modèle de ton papa entrepreneur qui
travaillait dès 5 heures du matin, qui ne s'arrêtait pas, qui allait avec ses équipes sur le terrain, qui portait le matériel, qui a toujours été très investi. Alors aujourd'hui, maintenant, il ne travaille plus. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, il vit de tout ce qu'il a construit. Mais enfin, c'est récent. C'est-à-dire qu'il a commencé peut-être à travailler, il était très jeune. Il vient d'un père militaire, très strict. Mon père, l'école, ce n'était pas pour lui, un petit peu... un petit peu bancal au départ. Et puis après, je crois qu'il commence avec mon grand-père, le père de ma mère, les chambres froides. Puis là, il excelle là-dedans. Sauf que les panneaux de chambres froides, il faut savoir, donc c'est tout ce qu'on a dans les, par exemple, dans les supermarchés ou dans les cuisines. Tu vois, c'est ce qui permet de... c'est des gros panneaux blancs ou d'une autre couleur, mais en tout cas, c'est très lourd. Et puis, il les portait et il allait avec ses équipes. Aujourd'hui, tu lui dis qu'on fait des calls, des meets, des trucs. Bon... Il va te dire, écoute, fais de l'argent et tu viendras me parler quand tu me ramèneras des sous. Lui, des trucs comme ça ne lui parle pas. Il allait, et je me rappelle, pourtant il gagnait extrêmement bien sa vie. Enfin, il méritait vraiment son argent. C'est-à-dire qu'il se levait à 4 heures du matin, si ce n'est pas avant. Il allait à Rungis, il allait monter ses chambres froides avec ses équipes. Lui, il n'allait pas au bureau. Il avait des personnes au bureau, mais lui, il était sur le terrain. Et ça a toujours été comme ça, toujours. Tu vois, il enchaînait, donc il faisait les chambres froides. Puis après, le week-end, il avait une pizzeria, il faisait des pizzas. Et puis après, il faisait... il s'arrêtait jamais, quoi. Moi, je suis pas aussi... Moi, je suis feignante un peu dans la main. Moi, je vais pas te vendre du rêve. Non, je vais pas te vendre du rêve, je vais te le dire. Moi, je suis un petit peu procrastinatrice sur les bords et je suis pas aussi motivée que mon père. Tu me verras jamais debout à 5 heures du matin. Je suis pas comme lui. Tu vois bien, je fais des chewing-gums, je fais pas des bâtiments. Lola, je t'ai présentée comme maman, serial entrepreneur, notamment avec Mâche-moi, qui est la dernière en date. Le troisième statut, c'était le statut de femme. C'est quoi une femme qui réussit? C'est quoi une femme, je dirais, forte, même si tu m'as déjà dit que pour toi, femme et forte, c'était redondant. Femme suffisait. Ça voulait déjà dire qu'elle était forte. C'est quoi une vie réussie selon toi? Et c'est quoi une femme accomplie dans ce cas-là, dans sa vie? Je ne vais pas te donner... on a chacune notre appréciation sur ce qu'est une femme forte. Je n'ai pas de vérité ultime. Moi, je pense qu'une femme forte, en tout cas, ou qui a réussi, ou qui a accompli, c'est une femme qui est contente et qui est heureuse tous les jours de se lever, même si des fois c'est difficile, mais qui est elle-même. Elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Je ne sais pas, de s'écouter soi. Et de pas... si par exemple... Toi, ta réussite, c'est d'avoir des enfants et d'être femme au foyer. Il n'y a pas de... on ne peut pas critiquer ça. C'est magnifique. Si toi, ça te va, c'est super. Si, par contre, pour une autre femme, c'est d'être, je ne sais pas, la plus grande avocate du barreau de Paris et d'exceller là-dedans, si tu juges que c'est une réussite, c'est une réussite. En fait, on a toute notre appréciation de ce qu'est la réussite. Et on n'a pas à juger ou à mettre, à juger ce qu'est la réussite ou non d'une femme. C'est vraiment, c'est propre à chacune de nous, c'est de se dire, ok, mais moi c'est ça ma réussite, c'est d'être, je sais pas, c'est propre à chacun, sa réussite c'est vraiment être toi en fait, c'est de se faire son chemin, son propre chemin, et de n'avoir écouté personne, qu'on ne t'ait pas dicté ce que tu devais faire dans ta vie. Si tu devais donner des conseils à la jeune Lola, à la très jeune Lola, en partant de la Lola que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je suis la même, avec quelques années en plus, mais je pense que j'ai pas trop changé et je me dirais toujours de foncer comme j'ai pu le faire parce que des fois ça n'a pas du tout fonctionné. Ça va, mais pas fonctionner du tout. Et puis on va dire, mais t'es malade. Ne serait-ce que Mâche-moi, on m'a dit, mais t'es malade. Mais ma mère, tous les jours, me dit, mais alors, Mâche-moi. Mais je lui dis, mais c'est pas demain la veille, je vais pas devenir milliardaire demain. Alors, certainement pas. Peut-être j'ai des milliards de chewing-gum chez moi, ça c'est une certitude, mais pas d'argent. C'est de se dire, écoute-toi, écoute quand même des personnes qui ont la connaissance parce que ça peut t'aider. N'écoute pas tout le monde, mais continue à faire ce que tu as envie de faire et éclate-toi. Ne te retourne pas sur ce qu'on peut dire de toi ou des critiques que tu peux avoir, à part si celles-ci sont constructives et que tu sais que ça, c'est bienveillant, mais n'écoute pas. N'écoute pas ce qu'on peut dire de toi, dire « Ah, mais elle est comme ci, mais elle est comme ça. Ah, mais elle a fait ça. » On s'en fiche. Continue à tracer ta route et éclate-toi. Je pense que c'est ce que je me dirais. Ok. Je retiens de ton discours qu'il faut continuer à tracer sa propre voie. Ouais. Que toutes les femmes devraient se lever pour ce qu'elles veulent, Exactement. qu'elles devraient définir ce qu'elles veulent. Exactement. Et qu'elles devraient foncer. Alors comme tu le dis très bien, on entend les conseils autour,
on est libre de les prendre ou pas, Exactement. ou de les laisser. Et tu as beau dire que tu procrastines beaucoup, tu es quand même une travailleuse, tu es quand même quelqu'un qui utilise ce qu'elle sait faire pour le mettre au service de ses objectifs. Alors, c'est peut-être pas dans les cases classiques, Mais voilà, peut-être. mais c'est une redéfinition de la réussite, une redéfinition du travail. Et il me semble que jusqu'à présent, tu as toujours atteint tes objectifs, même si tu seras toujours Pas tout en le train temps. de me dire non. tout Mais le temps. pour moi, en tout cas, tu atteins tes objectifs dans le sens où tu te remets en question en permanence, tu te challenges, Ouais. tu réajustes et tu recommences. Oui. Parce que finalement, en tout cas, ça c'est mon point de vue, finalement, est-ce que la perfection, elle ne serait pas là? Est-ce que la perfection, elle ne serait pas, s'il y en avait une, dans le fait de tomber et de se relever? Je pense encore une fois que la perfection, la définition est propre à chacun. Moi, la perfection, bon, je suis perfectionniste dans mon travail, et je l'obtiendrai jamais, cette perfection que j'attends, mais je pense que de remonter tout le temps en selle, c'est important. De se dire, mais ça m'appartient de me dire, ok, là ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Des fois j'en peux plus, hein. Des fois j'appelle Ajar ou mes amis, en disant bon là j'en ai marre, mais quelle idée d'aller entreprendre, mais pourquoi j'ai fait ça? Et après tu me revois le lendemain à dire, bon alors on va lancer ce projet, on va faire ça, tu vois. Donc au final je suis un peu piquée, je crois que ça m'a eu. Donc là, en tout cas c'est toujours ouais, de remonter en selle. Remonter en selle, switcher très vite, c'est ce que tu me disais. Ouais, c'est important. Et croire en ça et cultiver en permanence qui on est et Ouais. continuer d'avancer, repousser ses propres Ouais. limites en permanence et redéfinir en permanence qui on veut être en fait, sans demander d'autorisation à qui que ce soit. Exactement. Et je pense que ça définit bien la femme accomplie. Ne demande rien à personne et fais ce qu'il te plaît. Parfait. Merci beaucoup Lola. Merci à toi. On met toutes les informations en barre d'infos Ouais. pour pouvoir aller sur le site, trouver les fameux machins. chewing-gums, les mâche-moi. Et puis pour te retrouver, on mettra aussi le lien de ton compte LinkedIn. Ça te va? Très bien. Super. Merci À bientôt. à toi. À bientôt. Merci.